Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce matin au sommaire. En direction du 1er mai, les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives ont été reçus par le président de la République hier. Ils s'engagent aux côtés de l'État pour la pacification du front social au bénéfice de tous les travailleurs. Les produits Nestlé pour bébés contiennent-ils des risques? Les alertes de l'ONG Swiss Eye pointent un taux de sucre élevé. Au Sénégal, le ministère du Commerce attend les résultats des analyses qu'il a ordonnées. Pour certains experts, les normes peuvent varier d'un pays à un autre. L'occupation anarchique de la voie publique à Dakar est toujours un problème. Les passerelles réservées aux piétons sont envahies par les marchands ambulants, mais également les motocyclistes. Reportage dans ce journal. À Tambacounda, l'artiste Cheikhouna Sadibou Dembélé sensibilise sur la protection de l'environnement et la connaissance des mythes de la commune. C'est à travers des fresques murales le long du stade régional de Tambacounda. Le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a reçu hier matin les secrétaires généraux des centrales syndicales les plus représentatives du pays. Les discussions ont porté sur les difficultés notées dans le monde du travail, notamment quelles solutions pour employer plus et augmenter les revenus des travailleurs. Voici Mme Bassok qui parle au nom de ses collègues à leur sortie d'audience avec le chef de l'État. Je pense que pour les organisations syndicales que nous sommes, nous avons bien apprécié cette initiative de M. le Président de la République qui nous permet de dialoguer en direct sur des questions qui préoccupent le monde du travail. Avec les camarades Moudi Guiro, Eliman Diouf et Cheikh Diop, nous avons essayé d'explorer les différentes pistes de solutions. Et surtout, nous avons essayé de nous inscrire dans un dialogue empreint de franchise et de cordialité qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et pour nous, cette ouverture a commencé. Il ne faut plus qu'elle se referme. Pour notre part, je pense que nous sommes sûrs que nous serons toujours différents, mais complémentaires. L'opérateur politique jouant son rôle. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous resterons les défenseurs du monde du travail. Le président nous a exposé sa vision du panorama politique et économique. Nous avons également fait des suggestions et des observations par rapport donc, à des préoccupations du monde du travail. Je crois que bonne note a été prise par lui de nos préoccupations. Et ce qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on en soit au début d'un dialogue avec lui et que ce dialogue doit se poursuivre via d'autres créneaux, notamment avec le Premier ministre et lui-même avec nous-mêmes, et qu'il y ait un cycle donc, de discussion autour des préoccupations du monde du travail. Voilà, Mme Bassok et ses collègues qui ont été reçus hier matin par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. D'un système éducatif à une société éducative, le projet de transformation du secteur de l'éducation a été exposé aux représentants des syndicats du G7. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy les a rencontrés hier à Diamniadio. Plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment la question de l'environnement, des écoles, des décisionnaires, le recrutement et l'audit du personnel. Massamba Diagne. Après sa prise de contact avec ses directeurs et chefs de service, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, ouvre ses portes aux syndicats pour recueillir leurs doléances et exposer la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est le sens de cette rencontre avec les représentants du G7. C'est donc une rencontre très fructueuse, mais de belles perspectives. En tant que syndicat, nous avons été tout à fait enthousiastes à l'entendre parler au regard du développement qu'il a fait du contenu de ses ambitions. Mais nous n'avons pas également manqué en tant que syndicat de rappeler nos fortes attentes. Des fortes attentes qui tournent autour des questions, de la question éducative. Il y a beaucoup de préoccupations. Il y a beaucoup de questions, il y a un passif assez lourd, tant au niveau de l'éducation nationale qu'au niveau d'autres ministères, que lui, ministre de l'Éducation nationale, doit porter. J'ai retrouvé des partenaires et je suis beaucoup plus réconforté aujourd'hui. Ça a été l'occasion pour moi et pour eux de parler du passif social donc à traiter très vite, très vite, parce qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, il le rappelait tout à l'heure, c'est la refondation et c'est la transformation systémique donc de l'école sénégalaise. Et il nous faut
apurer donc ce passif-là social. Et ça a été intéressant de comprendre pourquoi il y avait ce blocage. Et je pense que dans le secteur et avec d'autres collègues dans le gouvernement, nous pourrons très vite apurer donc ce passif social. Plusieurs autres sujets ont été abordés durant cette rencontre. La question des décisionnaires, l'environnement des écoles, l'audit et le recrutement du personnel, les allocations budgétaires, entre autres. Des préoccupations qui, pour le ministre, recoupent bien avec le projet de passer d'un système éducatif à une société éducative. Ça a été l'occasion de présenter la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement, comment nous devons passer de ce système éducatif-là à une société éducative, en impliquant beaucoup plus de communautés et en misant sur le socle de valeurs que nous connaissons et qui fait de nous ce que nous sommes, ce socle africain. Mais au-delà donc de ce socle africain, ça a été aussi l'occasion de pointer, de mettre en avant l'importance de ce qui aujourd'hui gouverne le monde, les questions liées au digital, l'intelligence artificielle et les questions aussi liées au développement durable. Le national a entamé une refondation et nous avons pris l'engagement avec lui de l'accompagner. Mais de l'accompagner également en faisant en sorte que l'enseignant soit au centre de cette refondation, qu'il soit suffisamment motivé, mais qu'il croit devoir être dans la dynamique. Parce qu'en définitive, c'est de ça que notre pays a besoin. La transformation de l'éducation. L'engagement est donc pris pour matérialiser la vision de son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l'Éducation nationale, a invité à une synergie de tous les acteurs de l'éducation pour une refondation du système éducatif. Ce rapport du FMI 2024, l'économie mondiale se stabilise avec un taux de 3,2%. Quant à l'Afrique subsaharienne, elle passe de 3,4 à 3,08%. La dette publique et les dépenses budgétaires dans la région devraient connaître une baisse. Pour le Sénégal, les perspectives sont bonnes avec une croissance attendue de 8,0%, 0,3% en 2024 et devrait atteindre les 10% pour la suite. Aminata Mengval. Le rapport du Fonds monétaire international rendu public à l'occasion des assemblées annuelles tenues à Washington indique que la reprise de l'économie mondiale est stable mais lente selon les régions. Les prévisions font état d'une croissance mondiale qui va se maintenir à 3,2% en 2024 et 2025. En Afrique subsaharienne, la croissance a connu une hausse. Elle est passée de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4,0% en 2025. Au Sénégal, la dette publique va connaître une baisse de 79,6% en 2023. Elle est attendue à 72,5% en 2024 et devrait atteindre 67,6% en 2025. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont entamé un rééquilibrage de leurs comptes publics. Environ les 2/3 des pays ont déjà amélioré leur solde budgétaire en 2023 et les déficits budgétaires devraient passer de 5,2% en 2023 à 3,7% en 2024. Le PIB réel du Sénégal, attendu à 8,3% en 2024, et devrait atteindre 10,2% en 2025 en raison de l'exploitation prochaine des hydrocarbures. En conclusion, la région a pris ses marques, mais les pouvoirs publics sont toujours en proie à une pénurie de financement, à des coûts de l'emprunt élevés et à des risques de refinancement. Voilà donc Aminata Mengval qui passe en revue le rapport 2024 du FMI. Le comité d'organisation de la 83e édition du Dakar de Médina Gounass satisfait des engagements pris par les services de l'État pour un bon déroulement de la retraite spirituelle. Une rencontre présidée par le ministre de l'Intérieur, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine a fait le point sur les différentes mesures qui sont prises pour permettre un bon déroulement de cette retraite spirituelle qui commence fin avril et va se terminer donc début mai. Les produits pour bébés de Nestlé commercialisés dans certains pays contiennent-ils un taux de sucre dangereux? La révélation est de l'ONG suisse AI, des accusations rejetées par la multinationale qui évolue dans l'agroalimentaire. Et pour y voir plus clair, le ministère du Commerce a ordonné des prélèvements sur les produits qui sont visés.
Tout est parti des résultats d'une enquête d'une ONG suisse Publigay qui affirme que le groupe Nestlé a dissimulé du sucre dans des produits destinés aux bébés, mais uniquement dans les pays à revenus faibles, notamment en Afrique. Le premier groupe agroalimentaire au monde n'a pas tardé à réagir. La directrice de la communication institutionnelle de Nestlé pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire, que nous avons joint depuis Abidjan, a donné la position du groupe sur ces accusations. Dans une note qu'elle nous a fait parvenir, elle précise qu'au Sénégal, comme partout dans le monde, la firme n'ajoute pas de sucre au lait pour nourrissons destiné aux enfants de 0 à 12 mois. Elle ajoute qu'au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest, leurs laits de croissance sont sans sucre ajouté, à l'exception de Nido 1+, qui contient du miel. En ce qui concerne les céréales, elle précise qu'il peut y avoir de légères variations dans les recettes à travers le monde. Au Sénégal, ces accusations ne laissent pas indifférentes les autorités. En de pareilles situations, ce sont des alertes que nous avons. En de pareilles situations, la première des choses que nous faisons, c'est de vérifier la véracité de ces propos. C'est en ce sens que nous avons ordonné à ce qu'il y ait un prélèvement des produits qui sont enlevés, amenés au niveau des laboratoires pour vérifier est-ce qu'il y a réellement la présence des produits qu'on doit éliminer au niveau de ces produits, à savoir la présence du sucre. Si ça s'est avéré, il faudra qu'on vérifie avec nos collègues de la santé, est-ce que c'est un produit qui a un effet négatif sur les populations infantiles. C'est dans ce sens qu'il faut voir les choses. Ce n'est pas la présence du sucre en tant que tel qui constitue un problème, mais est-ce que ça a un effet sur la santé de la population ou pas. Sur la base de ça, on va aviser. Si ça a avéré que c'est un problème, il se cause un problème de santé, les produits sont retirés des circuits de distribution. C'est avec que c'est un produit juste que ce n'est pas, c'est juste par rapport à une conformité à une certaine norme européenne ou africaine, sénégalaise, donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. En attendant les résultats de ces analyses, il est nécessaire de préciser que les normes établies pour l'autorisation de mise en marché d'un produit peuvent différer d'un pays à un autre. Il y a quand même des différences entre les directives de l'OMS et du Codex et la norme nationale sénégalaise. Et ça s'explique. Au Sénégal, en tout cas, quand on élaborait cette norme-là pour les farines infantiles, le problème de santé publique auquel on était le plus confronté, c'était la malnutrition. Et donc, les farines infantiles, on les utilisait comme des solutions pour la reprise nutritionnelle. Vous voyez. Et donc, ce qui fait que dans la norme sénégalaise, dans la norme nationale sénégalaise, on essaie de promouvoir des aliments pour enfants et qui sont riches en énergie. Donc, c'est ce qui explique que, par exemple, si vous prenez, que ce soit les directives de l'OMS ou les normes Codex, la quantité énergétique recommandée, on est à 60 kilocalories, alors que pour la norme autour de 60, entre 60 et 70, et pour la norme nationale sénégalaise, on est à 400. Et les 400, ça c'est véritablement pour permettre à nos nourrissons, à nos enfants, de couvrir leurs besoins énergétiques et donc d'avoir une croissance harmonieuse. Maintenant, l'autre étape, c'est de voir si ce qui est annoncé sur l'étiquette est effectivement ce qui est contenu dans le produit. Les médecins pédiatres que nous avons joints disent attendre les conclusions des analyses pour pouvoir apporter un avis médical. Voilà, et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. L'accès à l'eau, un défi majeur dans les centres urbains et même dans les zones rurales. La disponibilité du liquide précieux reste une préoccupation au sein des ménages. Comme à la cité d'Amel, les habitants peinent à s'approvisionner normalement. Et dans la zone des Niayes également, les producteurs, c'est-à-dire les maraîchers, se plaignent de la raréfaction de ce produit indispensable à l'horticulture. Le point avec Salou Seck. Bayar, dans la zone des Niayes, une localité à vocation agricole. Ici, on trouve des fraises de qualité made in Sénégal. Modou Dieng, chargé de la production de cette filière au Sénégal, est au cœur du dispositif. Avec les membres de son organisation paysanne, ils font de cette activité leur gagne-pain. Leur seul souci, l'accès à l'eau. Notre problème majeur, c'est l'accès à l'eau, car nous ne pouvons pas travailler sans une eau suffisante. Nous n'avons pas des moyens pour disposer des puits
ou des forages. Dans la zone des Niayes, nombreux sont les producteurs qui sont confrontés à cette difficulté, nous signale Modou, des acteurs qui travaillent sous pression. 60 mètres cubes. Donc 60 mètres cubes, nous avons droit de carrosser par jour. Il y a un quota de 60 mètres cubes par jour qu'on ne doit pas dépasser. Si on dépasse ce volume, nous sommes obligés de payer le double. Une facture mensuelle peut être estimée à 1 million. Au lieu de 60 mètres cubes pour digérer, nous sommes limités. À peu près 50. C'est pourquoi nous faisons notre arrosage en limitant le volume à 52 ou 51 mètres cubes pour éviter de dépasser le quota. Parfois aussi, on est confronté à des fuites d'eau qui peuvent augmenter la facture. Pour mener à bien leurs actions, ces producteurs de la zone des Niayes souhaitent la suppression des quotas qui limitent leurs activités. Nous demandons à l'État de nous aider pour avoir un accès total à l'eau. Nous voulons aussi la baisse du coût de l'eau aussi et de supprimer le système de quotas qui limite nos activités. Dans la zone urbaine à Dakar, des difficultés d'accès à l'eau potable sont évoquées par certaines populations. À la cité d'Amel, l'eau ne coule pas tous les jours. Il y a des périodes où il y a de l'eau le matin, mais le soir il n'y a pas d'eau. Ou bien c'est le contraire, des fois à 2 h du matin, c'est à 2 h du matin qu'on a de l'eau. On est obligé de ne pas dormir pour avoir de l'eau. Dans le cas échéant, on se lève, on est obligé d'acheter des bidons d'eau et ça coûte très cher. Nous ne pouvons pas avoir de l'eau normalement. Je suis là depuis 2002, mais nous pouvons rester des jours sans avoir accès à l'eau. Il y avait des branchements pour régler ce problème, mais avec les nouvelles cités, les difficultés demeurent. Nous sommes obligés d'aller chez les voisins qui ont des pompes pour avoir de l'eau. Cette situation est récurrente selon ses habitants. Ils souhaitent un meilleur accès au liquide précieux. Qu'on nous aide, c'est qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette zone. Mais actuellement, il y a beaucoup de cités. Donc, c'est pour cela qu'il y a un problème d'eau. En tout cas, on demande au gouvernement, au ministre même, dont je suis très, très contente, de nous aider à régler cette situation. Vraiment, les gens sont fatigués. Des fois, tu te lèves le matin, tu vois les charrettes pleines de bidons d'eau qui vendent. Vraiment, ça, c'est pas normal. L'accès à l'eau demeure donc une préoccupation majeure dans certaines zones à Dakar et dans la zone des Niayes. Les espaces verts sont un lieu de détente et de rencontre pour beaucoup de Dakarois. Toutefois, s'il y en a beaucoup, certains Dakarois aimeraient qu'ils soient mieux entretenus et aménagés et plus nombreux pour préserver l'environnement. Des associations militent pour leur préservation. C'est un dossier d'Andey Komadiaï. Jardin public, aire de gazon, parc, Dakar semble être une ville fleurie. Mais est-ce réellement le cas ? La ville concentre plus de 3 millions de la population sénégalaise. Une concentration humaine qui a besoin d'un cadre de vie adéquat, profitant des espaces verts pour son épanouissement. Ils constituent des zones de repos, de détente, mais aussi de promenade en famille. C'est le cas ici, à la place de l'Indépendance. Nous avons trouvé des ouvriers paysagistes. Le jardin est très fréquenté à ces heures par plusieurs personnes. Ces dernières n'ont pas manqué de donner leur avis sur les lieux. J'apprécie vraiment ce jardin. Vous savez, pour se relaxer, c'est l'endroit idéal. Mais je pense qu'on doit contrôler les fréquentations. Ce n'est pas normal que certaines personnes fréquentent cet endroit. Ils ne donnent pas une bonne image de la place. Entretien bi des na tamit ak yenn bagage yi fi sànni. Le seul problème avec ce jardin, ce sont les nuisances. C'est une place pour se reposer, mais malheureusement, il y a des sans-abri qui dorment sur les bancs. Ils s'adonnent parfois à des actes peu orthodoxes. Am ñoo xamante ni seen yére yi fi lañ koy bàyyi parce que yaa ngi romb bu yenn mbalit yoo xamante ni ak yenn yére ngay saako mais c'est pas normal. Une responsabilité de la mairie de Dakar. Nous avons voulu avoir l'avis des autorités municipales, mais nos tentatives sont restées vaines.
Des lieux bien entretenus jusqu'ici offrent une belle vue. C'est une très bonne idée pour nous les Sénégalais parce que parfois on peut aller quelque part et venir nous reposer ici. C'est un espace très calme et propre en même temps. Surtout dans les banlieues, on a besoin des espaces verts parce que là-bas, il n'y a pas assez d'espace pour qu'on puisse s'amuser, divertir en même temps. Oui. Ces espaces verts sont vraiment très beaux. À chaque fois que je suis ici, je ne sens plus le stress. Je viens de la banlieue et je dois parcourir une longue distance. J'aimerais bien qu'il y ait ce genre d'espace dans mon quartier. Comme ça, je pourrais en profiter à ma guise. En 2020, un décret avait été sorti pour que les autorisations de construction soient adossées à l'obligation de planter des arbres devant les maisons et d'assurer leur entretien. 4 ans après, la consigne ne semble pas être totalement suivie. Le suivi est vraiment une problématique qui nous tracasse le plus. Parce que le suivi est très difficile aujourd'hui par rapport à ces engagements qui sont pris. Mais je pense que cela révèle d'un engagement de tout un chacun à pouvoir respecter ses engagements personnels, mais également au fait qu'on a tout un chacun un engagement envers notre environnement, on a un engagement personnel envers notre communauté, une certaine redevabilité parce que l'environnement nous appartient et on pense que tout un chacun, on a ce devoir de protéger pour qu'on puisse vivre en harmonie et en bonne santé. À plusieurs kilomètres de là, Guédiawaye. Depuis 2018, il y a eu un déclassement de 1000 hectares. L'Association pour la justice environnementale tire la sonnette d'alarme. La bande des Filao est vraiment au cœur de Dakar. Donc, comme vous le savez, Dakar est une zone très polluée et la bande des Filao représente un des derniers poumons verts de Dakar. Donc, il a plusieurs objectifs de préservation de l'environnement. Donc, les dunes qui servent à fixer le sol, qui servent à fixer les dunes pour lutter contre l'érosion côtière, mais également pour barrer ces vents et ces poussières qui viennent vers les communautés, mais également elle a un aspect économique très important parce que le déclassement s'est fait au niveau de la zone des Niayes. Comme vous le savez, il y a des activités économiques très importantes que les jeunes et les femmes sont en train d'exercer au niveau de cette zone. Selon ces militants, les populations sont en danger. Face au changement climatique, il est nécessaire que le Sénégal mette en place des stratégies afin de faire face à ce fléau. L'augmentation des espaces verts et la préservation des forêts doivent être une obligation pour l'État du Sénégal. Voilà les espaces verts qui sont très bien appréciés par les populations de Dakar. Par contre, les passerelles posent un véritable problème. Elles sont envahies par les marchands ambulants réservés aux piétons. Elles sont devenues des lieux de commerce. Au vu au sud de tous s'y ajoutent ces mendiants qui n'hésitent pas à s'y installer et les motocyclistes également qui les empruntent avec désinvolture. Alors quoi faire? Dame Silla a promené sa caméra dans certaines artères de la capitale. À Dakar, l'occupation anarchique de la voie publique prend de la hauteur. L'encombrement ne se limite pas simplement aux abords de la route. Sur les passerelles aussi règne une véritable cacophonie. Des marchands ambulants y exposent leurs marchandises. Des mendiants occupent les escaliers. S'y ajoutent des motos et chariots qui circulent sur l'espace le long de la journée. Voici le tableau descriptif des passerelles de la capitale. Le passerelle, ce n'est pas fait pour les motocyclistes ni pour les vendeurs, c'est fait pour les gens. Donc, même dans le domaine juridique, quoi qu'on puisse dire, même les lois qui les réglementent, je crois, c'est interdit quand même. Hein. Il n'y a aucune loi qui autorise que les gens passent sur le passerelle. Donc, nous donnons ça, ces actes quand même, quoi qu'on puisse dire quand même, c'est ça. C'est à conscientiser les gens. Les gens devraient de plus en plus revoir ces comportements-là. Parce que ce ne sont pas des comportements dignes d'un vrai citoyen. Ces passerelles, réservées uniquement aux piétons dans le but d'éviter des accidents de la route, sont devenues de petits marchés qui freinent la libre circulation des usagers. Un problème sécuritaire aussi se pose avec les motos qui empruntent la voie.
J'avoue qu'il m'arrive parfois de passer avec ma moto sur la passerelle. Bon, c'est vrai que je sais que c'est pas normal, mais j'évite d'aller jusqu'au rond-point et de revenir. Maintenant, pour empêcher les motos et chariots de passer sur la passerelle, la meilleure solution est de mettre des pieds à l'entrée et à la sortie. Il faut faire des passerelles sous terre protégées aussi pendant la saison hivernage. C'est ce qui est le plus simple et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Il faut faire des passerelles en bas. Il faut aussi penser à des sortes de tunnels. Partout, il faut faire des tunnels. C'est ça la solution. C'est ce qu'il y a de moins coûteux et c'est ce qu'il y a de moins de risques. Voilà, nous devons penser autrement. Pourtant, les autorités municipales, en collaboration avec les forces de l'ordre, effectuent souvent des opérations de déguerpissement sur les passerelles, mais il suffit juste de quelques jours pour les voir occuper à nouveau les lieux. Finalement, ça ressemble à un aveu d'impuissance. Pour l'État, moi, je crois qu'eux aussi, c'est leur responsabilité. Il y a la gendarmerie qui est là, tout près de la passerelle. Donc, si ils laissent les marchands étaler leurs marchandises sans leur rien dire, bon, moi, je vais dire que les responsabilités, c'est à eux, quoi. Vraiment, ils peuvent vraiment essayer de faire le tout pour que les mendiants et les marchands ne s'étalent pas sur le parcellaire, quoi. Circuler à Dakar est un véritable casse-tête pour les piétons. Les trottoirs sont inaccessibles à cause d'une occupation anarchique. À hauteur, c'est encore pire, car piétons, motos, chariots, marchands ambulants et mendiants partagent les passerelles. Malgré les multiples interventions des autorités étatiques, le problème persiste toujours, obligeant les usagers à vivre leur mal en patience. Voilà donc le constat amer à Dakar avec les passerelles qui sont occupées. Et dans un instant, nous passons à la rubrique portrait. Il est originaire de la région de Tambacounda et il s'est engagé à développer son territoire. Cheikhouna Sadibou Dembélé réalise des fresques murales le long du mur du stade régional de Tambacounda. À travers le street art, l'artiste communique et sensibilise les populations sur la protection de l'environnement, mais également sur l'histoire et les mythes de la commune. Reportage de Tchorodien, RTS 3 Tamba. Après avoir sillonné tout le pays, Cheikhouna Sadibou Dembélé, alias Rob, est de retour dans son terroir pour partager son amour pour le graffiti. À travers sa peinture, l'artiste parcourt les rues de la commune de Tambacounda pour leur redonner une nouvelle vie. Ouais, c'est une obsession, c'est une culture, parce qu'il y a plusieurs manières de faire des représentations, de communiquer. Il y a plein de gens qui font des œuvres sur des toiles qui sont destinées au musée, dans des salons. Mais ça, c'est le street art. C'est le street art. Donc, on s'adresse à la population. C'est l'art de la rue. Et cet art-là, vraiment, qui n'a pas ça n'a pas de frontières. C'est une communication directe avec le public, avec les gens qui passent chaque jour. Sensibiliser, embellir, Rob s'inspire aussi de l'histoire de sa région et de son imaginaire. Ouais, le pont de Mamakunda, c'est le pont ferroviaire qui porte le nom du quartier Pont, Légal Pont. Ce pont a été construit depuis la construction du chemin de fer. Donc c'est le même pont qui porte le nom de mon quartier, Légal Pont. Et ce pont aussi est lié au marigot de Mamakunda et le Djinakolon. Le Djinakolon, c'est le puits de l'esprit de Tambacounda. Mamakunda, c'est le nom de l'esprit de Tambacounda et c'est le nom du marigot qui traverse toute la ville. Et tout est lié à l'environnement de Tambacounda. Ces fresques murales font le bonheur des riverains et des passagers. Ils exhortent les collectivités territoriales à soutenir les artistes de la région. Je suis impressionné par le talent de l'artiste. Parce que je ne l'ai pas connu par ce art, mais j'étais vraiment émerveillé. J'ai été vraiment séduit par ses dessins. Et c'est vraiment le lieu de le féliciter, mais de l'encourager. Et solliciter également l'accompagnement des autorités territoriales qui sont là pour accompagner davantage les jeunes. Et surtout les jeunes artistes, parce qu'ils sont en train de faire du bon travail, de belles œuvres.
ici à Tambacounda. On a fort besoin de ces gens-là qui viennent là pour un petit peu rendre le cadre de vie très, très attrayant. Avant de passer ici, j'avais déjà l'information via les réseaux sociaux, mais je suis encore plus impressionnée en constatant de visu ces images. Ces dessins ont changé et éclairé cette avenue qui mène vers le marché Corona et autres grands lieux de commerce. Après Matam, Cap Skirring est la commune de Tambacounda. Cheikhouna Dembélé poursuit son bonhomme de chemin. Sa prochaine cible, les quartiers périphériques de la commune de Tambacounda. Voilà donc les belles fresques murales de Cheikhouna Dembélé à Tambacounda. Selon les Nations Unies, un demi-million de femmes et de filles vivent avec une fistule dans le monde. C'est une maladie qui cause beaucoup de souffrances physiques, mais également psychologiques. Celles qui en souffrent sont confrontées à la discrimination, stigmatisation et au rejet de la société. À Tamba, notre reporter Tidiane Sissé a rencontré une femme, Gundo Sila, qui a lutté toute sa vie. Nous suivons son reportage. Diallo-Bougou, un quartier périphérique de la commune de Tambacounda. C'est dans cette maison que nous avons rencontré Gundo Sila, les yeux pleins de tristesse, l'esprit toujours pensif. Le destin de cette femme reste à jamais marqué par un combat, le combat de sa vie, le combat contre la fistule obstétricale. Tout a commencé dans les années 1980 à Missira Sirimana. C'est un village du département de Saraya, dans la région d'Okidougou. Après avoir contracté une grossesse dans son mariage, elle a eu des complications lors de l'accouchement. C'était en 1985, Missira Sirimana. Donc, ce premier accouchement, nous ne le savions pas, nous ne savions pas faire de Bobu Kédougou moo am sama maam jël ko yóbbu ko Kédougou te pourtant il a eu dans son mariage ci biir seyam la ko amee mais pas le mari bu jëkkër gi moo ko jël man sama maam ku ñu yar parce que sama papa dafa teel a génn ci àdduna kooku moo ko jël andi ko Kédougou ñu xool ko après mu delluwaat ak moom village ba mu tane mu yenu ko yóbbu ko Bansan Gambie. Yo atumbe ñaamin ko atoña mais man kende ya de toña ayo kende ya man soto de. Au total, cette femme a subi 8 opérations chirurgicales réparatrices et a perdu 9 enfants. Son mari, lui, va la répudier après avoir pris une deuxième épouse. Donc le mari n'a une seule fois, il n'a jamais une seule fois essayé pour la soigner. C'est mon grand-père qui s'en chargeait. Il s'est marié à une autre femme qui lui fait des enfants. Maintenant, elle a divorcé ma soeur. Donc elle a laissé là-bas comme ça dans la maison. Je suis parti le récupérer en 2004. te moom jur na juróom-ñeenti doom la am. mus na am 3 gosses à la fois ci biir seyam day jur xale bi du dund day continuer di jur rek du dund te moom musu koo faj. En plus du rejet de son mari, Gundo a vécu des moments difficiles à cause des stigmatisations de la société. Aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant, mais peut compter sur son jeune frère. Je me rappelle, c'était en 2007, là où je suis, on m'a fait sortir là-bas. Et je ne me suis jamais tardé pour payer ma location. Je suis parti prendre une maison pour amener mes bagages là-bas dans la nuit. Bon, vous m'excusez, hein? Le matin, la dame me disait que bon, moi, on m'a dit que toi, ta soeur là est malade. Bon, je dis si elle est malade, mais elle n'a pas une maladie contagieuse.
ça reste en elle. Tu peux vivre avec elle et si tu ne le sens pas. Donc après, Dieu m'a aidé. Bon, j'ai eu ma maison. Le quartier là, ce n'est pas lotisé. Hein. Mais comme ici, c'est chez moi, pour le moment, je ne vois pas quelqu'un qui va faire sortir ici pour l'eau. La fistule est une lésion qui survient souvent lors d'un accouchement. Sans soins obstétricaux, elle peut engendrer de graves conséquences physiques et psychologiques. La fistule obstétricale, ça survient à la suite d'un accouchement qui est dystoxique, un accouchement prolongé, un accouchement difficile. S'il s'agit d'une fistule vésico-vaginale, ça peut entraîner comme conséquence une fuite, un écoulement des urines. La femme va sentir une odeur qui est mauvaise, qui va la gêner elle-même, qui va gêner également l'entourage. À Tambacounda, le cas de cette femme n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car selon le Fonds des Nations Unies pour la population, Tamba est la région où la prévalence de la fistule est la plus forte au Sénégal. L'UNFPA qui estime également que plus d'un demi-million de femmes et de filles vivent avec la fistule dans le monde. Voilà donc cette alerte de la communauté internationale avec la fistule obstétricale qui devient un véritable problème de santé publique avec ce reportage de Tidiane Cissé à Tambacounda. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal, mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin.